Réseau de mandataires, on a tendance à penser, c'est un métier un peu opportuniste. C'est facile de faire de l'immobilier. Faire de la location, c'est spécifique. Faire de la transaction dans l'ancien, c'est spécifique. Faire du neuf, c'est encore différent. Donc des gens qui sont capables d'être des experts dans le neuf, dans l'ancien, dans la location, la transaction, le commerce entreprise, le viager, j'y crois pas trop. Parce qu'il faudrait pas être dans l'excès inverse, sur des touches à tout bon à rien. Est-ce que ceux qui se forment performent plus? Ouais, alors on a évidemment le portrait robot de celui qui réussit. On a aussi celui qui échoue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien Imo 2. Aujourd'hui, j'ai la chance, le plaisir et l'honneur de recevoir Philippe Buyens. Comment vas-tu? Ça va très bien, Vincent, merci de cet accueil. C'est avec plaisir qu'on va aborder des sujets importants, notamment la performance des conseillers immobiliers. Avant toute chose, je vais t'inviter à te présenter. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Bien sûr, donc je suis Philippe Buyens, je suis le directeur général de Capifrance depuis bientôt 13 ans. Et ça fait, j'ose pas trop le dire parce que ça va vraiment vieillir, ça fait très longtemps que je fais de l'immobilier. J'ai commencé dans les années 80. Okay. Donc là, tu vois, la digitalisation... Chacun peut faire son calcul. Elle était, ouais, c'est ça, ouais, rapidement. Elle était inexistante. Ouais. Et donc j'ai beaucoup... comment dire, je suis beaucoup intervenu dans le monde des agences immobilières. Ouais, les réseaux mandataires n'existaient pas à cette époque. Et dans 2 grands réseaux de franchise en France, principalement, voilà. Très bien. Et après, du coup, là, donc ça fait 13 ans maintenant que tu es passé chez Capifrance. En quelques mots, Capifrance, réseau de mandataires. Oui. Combien de conseillers aujourd'hui? Alors, réseau mandataire, c'est Capifrance qui était le premier réseau en France, au début des années 2000, avec une conviction qui était très audacieuse quand même à l'époque, qui était de dire on va faire de l'immobilier sans vitrine physique. Alors ça nous paraît complètement évident aujourd'hui, mais il y a un peu plus de 20 ans, c'était audacieux, et le pari a été réussi, puisque non seulement nous sommes évidemment toujours là, mais on a fait des émules, et on a aujourd'hui de nombreux réseaux qui font ce métier avec ce modèle-là. On a un peu moins de 3000 conseillers en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Et puis une des particularités que nous avons, mais on aura je pense l'occasion d'y revenir, c'est que très rapidement, l'approche que nous avons eue, c'est une approche globale de ce métier, sur un marché français, un marché immobilier français très segmenté. Tu as les agences immobilières qui traditionnellement font de la transaction dans l'ancien, tu as les promoteurs qui vendent des logements neufs, tu as les administrateurs de biens, tu as les syndics, tu as les spécialistes de l'immobilier professionnel, et tout ça travaille en silo. Bah, nous, on adresse l'ensemble de ces métiers, avec quand même des spécialistes, mais on pourra en parler. Avant d'aborder le sujet de la performance, parce que c'est intéressant de parler de ça, et puis surtout que chaque conseiller immobilier qui fait ce métier-là ou qui a envie de se lancer puisse avoir les conseils que tu peux donner, parce qu'en 40 ans d'immobilier, t'as un peu de bouteille à nous partager derrière. Réseau de mandataires, on a tendance à penser, en tout cas c'est dans l'idée commune, que c'est un métier un peu opportuniste. Il y a des opportunistes qui viennent, c'est facile de faire de l'immobilier, puis je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans, devenir agent immobilier était le top 3 des mots-clés qui étaient tapés. Donc il y a vraiment cette croyance-là. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça et quelle est ta vision par rapport à... Alors l'immobilier, c'est un métier, je ne sais pas s'il fascine, mais en tout cas il intéresse beaucoup. D'abord, quelque part, il concerne tout le monde, parce qu'on parle de logement. Et dans une activité commerciale, ça reste quand même une activité où le produit est noble. C'est-à-dire vendre des maisons, des appartements, des terrains, des commerces, c'est plus sympa que de vendre des pièces d'industrie. Et puis, beaucoup de personnes ont eu des expériences personnelles. Ont acheté, vendu, donc ils ont déjà une petite expérience et voire de l'affinité par rapport à ça. Une fois qu'on s'est dit ça, c'est vrai que quand on a commencé à parler des réseaux de mandataires, on les a un peu caricaturés. Parce que d'abord, ceux qu'on parlait, c'était les futurs concurrents, les agences immobilières, dont je faisais partie d'ailleurs. On s'est dit, bon, c'est pas très sérieux leur truc, comment ça peut fonctionner? Et on s'est dit, ils font ça un peu en dilettante. Et moi, je me suis intéressé à ce modèle avant de rejoindre Capifrance, parce que dans le réseau dans lequel j'étais, quand j'ai compris comment ça marchait, je me suis dit, ça peut être très complémentaire avec une agence immobilière. Bon. La réalité est très différente si tu veux réussir. Si tu veux t'amuser, tu peux t'amuser dans plein de domaines. Si tu veux réussir dans ce métier, il faut t'investir, il faut y consacrer du temps, il faut te former, il faut travailler. Et moi, je ne crois pas aux gens qui font de l'immobilier par opportunité. Enfin, en tout cas, qui en vivent et qui sont performants. Et qui réussissent dans ce métier-là par opportunité. Justement, le sujet... Alors après, je pense qu'il y a des gens qui ont
saisi l'opportunité en disant ça va être génial, qui se rendent compte de la difficulté du métier et que s'ils en font un vrai métier, derrière, peuvent réussir. On va essayer de définir ensemble justement ce que c'est que la réussite, parce que c'est pas évident. Comment dans l'immobilier, pour quelqu'un qui se lance et après pour quelqu'un qui est en période, en rythme de croisière, comment tu définirais justement cette notion de réussite? Pour moi, il y a deux façons de voir la réussite. Il y a quelle est ton ambition? Ouais. Elle peut être très forte et plus modeste. Nous, notre rôle, puisque par définition, un mandataire, il n'a pas de lien de subordination avec nous, on va lui délivrer un certain nombre de choses, après il en fera ce qu'il aura envie d'en faire. Donc ma première vision, qui est pas très ambitieuse, c'est que si je te permets d'atteindre ton ambition, ça marche, c'est réussi. Si on parle de réussite, pour moi, c'est si tu fais un vrai métier, c'est pour en vivre. Voilà. Donc il faut que tu génères un certain niveau de chiffre d'affaires. Je pense qu'avec nos systèmes de rémunération qui sont différents de ceux d'une agence immobilière traditionnelle, je pense que quelqu'un qui génère par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires par an va en vivre correctement. Voilà, ça c'est un indicateur pour moi. Système de rémunération, juste qu'on mette les choses au clair. Aujourd'hui, sur 100 000 euros, il touche combien le 100 000 euros, il va toucher à peu près 80% de ces 100 000 euros. Ok. Ouais, donc 80 000 euros. Voilà, donc une fois que tu as payé tes charges, tu peux en vivre normalement. Après, ça dépend de ton train de vie, etc. Ouais. Pour moi, ça peut être déjà un premier palier. Okay. Pour arriver à ces 100 000 euros, alors tout dépend, mais si tu apprends ce métier, il va y avoir des étapes. Et il y a beaucoup d'inertie dans ce métier. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu vas pas très rapidement percevoir le fruit de ton travail. Donc d'abord, on va fixer, je pense, des ambitions de rentrée d'affaires. Et d'ailleurs, quand tu disais les gens qui s'intéressent à l'immobilier, en fait, ne voient que la partie vente. Voient que la relation avec l'acheteur, la visite, mais il y a tout l'amont qui est ultra important et qui est fondamental pour réussir. Donc la rentrée d'affaires. Et donc c'est là où on va pouvoir trouver les premiers indicateurs clés de performance justement d'un conseiller immobilier qui va vers la performance. Ça va être le nombre de mandats rentrés. Absolument, ouais. Ton stock d'affaires qui va différer si tu es dans un centre urbain et d'une zone rurale. On va prendre les deux extrêmes. Dans un centre urbain, ton volume de stock est plus réduit. Il faut que tu aies à peu près entre 5 à 10 affaires en permanence qui tournent. Si tu es sur un secteur plus diffus, tu peux aller sur le double, le triple. Tu peux avoir entre 20 à 30 affaires. Au-delà, si tant est que tu sois capable d'en trouver davantage, tu vas avoir un problème de suivi de ton stock. Voilà à peu près les deux repères qu'on peut avoir. Dans les zones urbaines, ça demande un suivi plus précis, plus complet. C'est plus long de sortir une affaire. C'est pas plus long, mais en fait, tu as une concurrence qui est beaucoup plus forte, donc et t'as un marché beaucoup plus fluide. C'est ça, c'est que c'est plus long de rentrer une affaire, par contre elle sort plus vite. Exactement, et on est plus nombreux à intervenir. Ton potentiel de rentrée d'affaires est plus restreint, par contre ta sortie risque d'être beaucoup plus rapide. Ça c'est du quantitatif, et après on peut rentrer dans le qualitatif, c'est-à-dire à plusieurs angles. Tu as l'exclusivité, je pense que c'est important. Et là, tu vois, on en parlait tout à l'heure tous les deux, on parle de masterclass, on travaille ce sujet-là avec nos conseillers. Et puis le juste prix aussi, parce qu'aujourd'hui, dans le marché, les propriétaires actuellement se croient encore en 2021, pensent que tout va bien, dans le meilleur des mondes, sont très ambitieux sur le prix, et on sait qu'aujourd'hui, alors qu'on a passé des années à travailler la quantité du stock, on n'avait plus rien à vendre, 2021, 2022, c'était difficile. Là, il faut travailler la quantité, mais la qualité, c'est-à-dire l'exclusivité, le juste prix, bien suivre tes clients. C'est ça le métier de conseiller immobilier. Donc en fait, la performance, elle passe par quelques indicateurs clés quantitatifs qui te permettent de vivre de ce métier-là, qui diffèrent selon les régions. Et après, il y a quelques critères sur la quantité que tu rentres, sur la qualité des mandats que tu vas pouvoir rentrer. Et j'entends aussi un point qui est très très important, c'est la qualité du suivi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop dans l'immobilier. Ouais, c'est effectivement le point faible de toutes les forces de vente en général et notamment en particulier. Tu parlais de KPI tout à l'heure. Après, ce qu'il va falloir, c'est là qu'on va vérifier si notre stock il est de qualité. Ça va être tes taux de transformation. Ça va être tes délais de vente. Tu vois, il faut que ton taux de transfo il soit au moins de 25% sur les produits que tu rentres. Toi, tu rentres 5 affaires, il faut que tu en vendes au moins une sur les 4.
Donc c'est ça qu'on va surveiller. Et puis si tu es sur ton cœur de cible, si tu es au juste prix, si tu en exclus, de 25 tu vas monter à 35-50%. Ça c'est intéressant. Tes délais de vente aussi. Bon, tout ça il faut le suivre. Et nous on monitore tout ça et nos conseillers ont la possibilité de suivre. Et justement, vous les accompagnez vous là-dessus. Bien sûr. Ça, c'est bien. En plus, pour quelqu'un qui commence et qui ne sait pas sur quel chiffre se baser, c'est plutôt une bonne chose. Je reviens sur la partie du qualité du suivi et je le mets en relation avec une phrase que tu disais juste avant, c'est l'inertie du métier. Et qu'en fait, c'est la qualité du suivi qui va créer, derrière le réseau d'ambassadeurs, qui va créer l'inertie qui fait qu'au bout d'1 ou 2 ans, c'est toujours aussi prenant, on va dire, en termes de temps, ce métier-là, mais c'est plus facile parce que tout ça a été huilé, parce que la qualité du suivi a amené un réseau d'ambassadeurs. Oui, alors après, c'est comme dans beaucoup de métiers, ce qu'il faut, c'est prendre les bonnes habitudes. Et donc, dans ces bonnes habitudes, et c'est là que ce métier, il est fascinant et en même temps complexe, c'est qu'il faut que tu aies 2 qualités. Il faut que tu aies des qualités de marathonien, c'est-à-dire que tu as un travail permanent à faire, à refaire, et des qualités de sprinter. C'est qu'à un moment donné, paf, il faut y aller. Il faut rappeler, il faut pas laisser passer le temps. Et ces 2 qualités-là sont pas toujours faciles à concilier. Et donc, t'as tout l'amont, la recherche de biens, c'est la partie un peu fastidieuse. T'as la partie commercialisation et puis t'as aussi tout le suivi de ses clients vendeurs et aujourd'hui acheteurs. Les acheteurs sont très compliqués en ce moment, ils sont un peu paumés, ils sont très hésitants et on peut un peu les comprendre, hein, il y a un peu d'instabilité quand même et pour te lancer sur des projets très engageants sur du long terme, on peut comprendre qu'ils sont un peu déphasés, donc le suivi est ultra important. Il y a un peu moins d'acquéreurs qu'avant. Avant, il y avait beaucoup d'acquéreurs, donc certains avaient l'habitude de « je t'ai présenté un truc, ça te plaît, tant mieux, si ça te plaît pas, c'est pas grave, il y en a 5 derrière ». Là, il y en a pas 5 derrière, donc il va falloir qu'on suive bien. Et moi, je trouve que ça redonne du sens à ce métier, c'est très très intéressant. Et c'est intéressant parce que on va rentrer dans un point qui est essentiel maintenant qu'on a décrit plus ou moins ce qu'était la performance et l'objectif de réussite. Je trouve qu'il y a un parallèle assez fort entre créer le climat de confiance avec tes acheteurs, parce qu'en fait, ça va être ça le sujet dans une période d'instabilité, comment tu crées le climat de confiance pour déclencher la vente. Et est-ce que c'est ce même climat de confiance pour la performance ? Je veux bien que tu me parles de l'environnement qui permet de réussir maintenant à atteindre ces objectifs de performance. Ouais, très bien. Alors, pour moi, la notion de performance, il y a 3 éléments principaux. Il y a le moteur. Le moteur, pour moi, c'est l'envie. Dans tout ce qu'on fait. Ensuite, tu as l'essence. Dans notre métier, l'essence, c'est le travail. Mais avoir envie de travailler, ça va pas suffire. Il va falloir que tu aies des moyens. Donc, tu parlais de caisse à outils. C'est exactement ça. C'est quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser pour que cette envie que tu as de réussir et le travail que tu vas consacrer à ça, soit couronné de succès. Et donc, ça va commencer au tout début par la formation. Si tu connais pas ce métier, il va falloir que tu l'apprennes. Donc, on a tout un parcours de formation initiale et de formation continue, très important, en présentiel, en distanciel. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de distanciel, c'est ultra pratique. Et on a constaté que depuis le Covid, les gens ont du mal à se déplacer. Ils ont été habitués, Teams, Zoom, tout ça. C'est vrai que c'est pratique. Hein. On est connecté à la planète, en temps réel, on se parle. Mais sur certaines parties de ce métier, à mon avis, on peut atteindre ses limites, notamment sur des parties de relations commerciales. Mais sinon, c'est très vertueux, distanciel. Le e-learning aussi, ultra intéressant. Donc la formation, l'accompagnement. Donc du coup, toi, tu conseilles quoi d'un modèle un peu blended, on mélange un petit peu les approches pour profiter de chaque vertu, de chaque... oui, bien sûr. Il y a des choses où tu n'as pas besoin d'interlocuteur. Tu peux t'auto-former. Tu vas travailler... ce métier, c'est du juridique, comprendre l'urbanisme, technique du bâtiment. T'as pas besoin qu'on te parle trop. Il suffit que tu écoutes, tu réponds des quiz, tac, tac, c'est sympa. Après, il y a des choses qu'il faut qu'on explique, qui sont peut-être un peu plus compliquées, où là, il faut de l'interaction. Tu as le droit de pas être sûr d'avoir compris. Tu poses des questions, mais on n'est pas obligé d'être côte à côte. Et après, quand on veut se mettre en scène sur des phases commerciales de ce métier, je pense que c'est bien le présentiel. Il est important. Le vrai jeu de rôle humain sur les soft skills. Et puis un réseau de mandataires, c'est des indépendants qui travaillent en home office, avec tout ce que ça a de vertueux, de confort, de liberté d'organisation, mais un peu de limite d'être seul face à soi-même. Donc le présentiel, c'est aussi sortir de chez soi, voir des collègues, échanger de bonnes pratiques, et ça fait du bien aussi. Surtout que sur 3000 conseillers, tu dois avoir quelques bonnes pratiques. Il y en a pas mal, absolument. Sur quoi on se forme ? Sur quoi on se forme ? La palette, elle est large. Il y a des choses élémentaires, il y a du droit. C'est un métier réglementé, donc il faut qu'on respecte cette réglementation.
pour une question de posture aussi, non? Il y a bien maîtriser les fondamentaux juridiques du métier, ça permet aussi, je trouve, tu me coupes si je me trompe, d'élever le niveau et d'avoir cette posture de conseiller immobilier qui vient aussi pour appuyer le côté juridique qu'on oublie un peu souvent quand on met que le relationnel en avant. Oui, il y a pas de discussion là-dessus. Et tu as raison de le rappeler. Après, si tu veux, ce métier est très large et il faut pas qu'on tombe dans des excès, par contre. Je pense que on doit être un expert de la relation entre les gens. Okay. Là, on doit être des experts. Par contre, sur la partie juridique, je dois connaître les grands principes. Si je suis curieux, si la matière m'intéresse, je vais aller un peu plus loin et je vais t'accompagner. Mais après, nous, on a des juristes en interne. J'ai le droit de pas tout savoir. Par contre, les fondamentaux, je dois être incollable dessus, surtout que la législation évolue. C'est un métier d'ailleurs qui en permanence évolue sous le coup de la législation. Hein. Et donc ça, il faut que je maîtrise ça parfaitement bien, mais tu as tellement d'aspérité juridique que tu peux pas tout connaître. Oui, c'est pas à toi d'aller régler, t'allais dire. Régler, ouais, chaque détail. Moi, je parle souvent de la notion de chef d'orchestre. Exactement. Où t'as pas besoin de, alors je vais dire ça parce que j'en ai joué du corps d'harmonie, t'as pas besoin de savoir jouer du corps d'harmonie, parce que c'est l'expert qui va jouer de son instrument, mais t'as besoin de savoir lire la partition et de renvoyer au bon moment. Donc oui, il y a vraiment cette notion-là. Donc se former sur le juridique. Bien sûr. Se former sur un peu de fiscalité, parce qu'il y a deux, trois choses à connaître quand même, sur un peu de technique de bâtiment, parce que les gens vont risquer de poser des questions, et puis te former aussi sur la partie relationnelle, c'est-à-dire comment je vais aborder un propriétaire qui me confie la vente de sa maison, de son appart, de son terrain, comment je vais accueillir des acquéreurs qui me confient leur projet d'achat, parce qu'en fait, on a affaire, c'est là aussi la particularité de ce métier, c'est que j'ai affaire à des gens qui me confient un projet où l'enjeu est fort, et ils sont en général totalement inexpérimentés. Et donc, ils s'expriment avec des mots qui sont pas toujours très clairs, tu vois. Des sensations, des émotions. Proche de, grand, ça veut dire quoi tout ça, tu vois. Et donc, cette technique de communication orale, on va pas être digital, ultra important, mais cette technique de communication orale, elle me semble très importante pour bien comprendre ce que veut le vendeur, ce que veut l'acquéreur, et comment je vais faire en sorte que ça matche entre les deux. Très intéressant d'avoir en fait la palette complète sans devenir un expert de tout, à part peut-être du relationnel, et savoir distribuer après derrière. Est-ce que tu as des chiffres sur est-ce que ceux qui se forment performent plus? Ouais, alors on a évidemment le portrait robot de celui qui réussit. On a aussi celui qui échoue. Mais parlons de celui qui réussit, c'est celui qui nous intéresse. C'est évidemment, d'abord, c'est des gens impliqués. C'est ça qui est aussi intéressant dans notre modèle, c'est que nous, on propose et nos conseillers disposent. Donc, on propose des formations. Alors, il y a les obligations légales, mais elles sont pas bien méchantes. Hein, donc, 14 heures par an, ça va. C'est 1h30 par mois. 1h17 par mois. Voilà. Donc, n'importe qui peut y aller tranquillou. Nous, on propose évidemment bien plus que ça. Et on encourage nos conseillers à suivre ces formations. Est-ce qu'ils vont y aller? Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui se forment et régulièrement. Sont ceux qui se remettent en question, qui disent « Ok, ça marche, mais je vais pas attendre que ce soit difficile pour continuer de progresser dans mon job. » Et ça, c'est parce que souvent, la remise en question, c'est quand ça va mal. N'attendons pas que ça aille mal pour se remettre en question. Et donc, va chercher des nouvelles solutions, des nouveaux tips, des nouvelles approches pour si t'es performant et ambitieux. Ça va être participer à la vie du groupe aussi. Nous, les meilleurs, sincèrement, c'est plutôt eux qui partagent leur savoir-faire plutôt qu'ils viennent chercher des choses. Mais ils sont toujours présents à tous les événements, aux réunions mensuelles, aux conventions, aux formations. Ils sont là. Ils profitent, ils s'enrichissent, ils partagent, et ça c'est bien. C'est ceux aussi qui ne veulent pas réinventer le fil à couper le beurre ou la roue qui tourne, c'est qu'ils sont rigoureux sur ok, c'est ça le process, j'applique le process. Marathonien. On continue. Après, j'adapte par rapport à ma personnalité, par rapport à mon client, mais je reste sur les rails. Ceux-là réussissent. Non seulement ils réussissent, et dans ce métier où il y a peu de récurrence, voire pas de récurrence, ont une certaine régularité d'activité, et ça, c'est quand même très chouette. Ouais, c'est confortable même à vivre au quotidien, parce que peut-être le rappeler aussi, hein, le métier de conseiller immobilier peut être inconfortable parce qu'il y a des rentrées d'argent de temps en temps, puis d'un coup, d'un seul, il peut ne plus y avoir de rentrée d'argent, et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut réussir à normer, en tout cas régulariser, quoi, lisser, voilà. On parle de l'ascenseur ascensionnel. Dans ce métier, bien sûr, il peut y en avoir. Mais là aussi, si ce travail régulier, tu le mets en place,
il y a pas trop de surprises. Et en fait, c'est assez intéressant parce que je me suis toujours posé la question de est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est parce que tu te formes que tu performes, ou est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un qui performe et est-ce que tu as tendance à te former? Je sais pas s'il y a une réponse à cette question-là, mais ma vision, c'est que tu peux toi créer l'inertie en te formant qui va te donner le... Ouais, en fait, si tu veux, c'est la différence entre le sportif et les sportifs de haut niveau. C'est quoi la différence? Ils ont presque le même équipement, etc., le même terrain de jeu. Je sais pas de quel terrain je parle, mais après, c'est la répétition du geste parfait, quoi, tu vois. Ouais. Et si tu fais ça, derrière, ça tourne. Ouais, c'est la différence entre les professionnels et les amateurs. Et ou les particuliers. Après, ça dépend comment tu... Ouais. Très clair, du coup, au-delà de la formation, il faut aussi les bons outils. On est quand même rentré dans un monde, là, en 2025, où ça bouge dans tous les sens. On parle d'intelligence artificielle qui pourrait tout transformer. C'est quoi, aujourd'hui, la boîte à outils du conseiller immobilier qui veut performer? La bonne boîte à outils, c'est celle qui va faire en sorte que tu passes le plus clair de ton temps devant tes clients. Ok. Voilà. Et que tu passes pas du temps à envoyer des mails, à créer des rapports, etc., etc. Parce que ta valeur ajoutée, elle est pas là, à mon avis, elle est face à tes clients. Dans le relationnel, on en parlait. Donc, ça démarre au début de l'histoire sur la génération de leads pour que tu aies des opportunités de trouver des affaires à vendre. Ça va être dans tes outils pour t'aider à estimer des biens, parce qu'au début, c'est peut-être un peu compliqué. Quand ça fait quelques années que tu es dans le même quartier, tu connais tout par cœur, donc t'as plus besoin de cet outil. Sinon que tu as besoin quand même d'un super rapport pour expliquer à un propriétaire de façon didactique la réalité du marché d'aujourd'hui. C'est tout le suivi de tes clients, c'est les rapprochements automatiques et les notifications quand de nouvelles affaires arrivent, parce que tu vois, t'as des outils qui font des rapprochements à l'instant T. Très bien, donc t'as une réponse ou t'en as pas, mais si demain matin il y a un nouveau produit qui arrive, t'es pas au courant. Ça va pas, donc il faut que t'aies des notifs pour à chaque fois. T'as pas besoin de voir dans ton stock de ton réseau si voilà. C'est tout l'automatisation du suivi. Nous on a mis ça en place chez Capifrance. On appelle ça le marketing distribué. Okay. Mais c'est du CRM aussi quelque part. Ça fait partie du CRM. C'est tout le suivi client. Ça, c'est ce que j'avais demandé. C'est le marketing automatisé, c'est adresser ta base client et la faire travailler. Exactement. Tes prospects, tes clients, tes anciens clients. Okay. Tu as fait des estimations, les gens t'ont pas confié le bien à la vente parce que c'était pas le moment, enfin pour X raisons. Pas vendu, voilà, et ben on va les suivre, mais c'est pas toi qui va dire au fait, faut que je relance madame. On a des scénarios qui sont écrits et puis il y a certaines fréquences, les emails repartent vers ses clients, enfin vers ses prospects pardon. T'as reçu des acquéreurs, ça a pas matché, t'as pas forcément quelque chose de nouveau à leur présenter, c'est pas grave, il y a des mails automatiques qui partent pour savoir si tu as trouvé quelque chose, si ton projet il a évolué, etc., etc. Et cette automatisation conversationnelle, elle est ultra pratique, confortable pour nos conseillers, et elle doit pas se substituer à prendre ton téléphone aussi et à maintenir du lien. J'allais venir là-dessus, c'est qu'en fait c'est complémentaire, mais il y a une intelligence derrière qui permet de réactiver des affaires, et ça c'est votre job. Et quand tu vois des taux de clics de 75%, tu te dis que les gens sont contents de recevoir des nouvelles de leur conseiller immobilier Capifrance. L'immobilier, ça fascine et on a toujours envie de voir, de comprendre, d'apprendre, et donc ça permet de créer une relation sur le long terme. Donc là, il y a ces outils-là. Après, tu as ce qu'on appelle l'outil métier, évidemment. Donc nous, on en a un pour l'ancien et on en a un pour le neuf spécifique. Parce qu'en fait, tu es toujours partagé entre est-ce que je réinvente les choses ou est-ce que je me sers sur l'étagère. Je pense que sur certains sujets, il faut qu'on ait nos propres outils, et sur d'autres sujets, il y a des gens qui le font depuis 10 ans, bien mieux que nous. Et si on se mettait à faire ce qu'ils ont fait, on serait en retard, quoi. On arriverait avec 10 ans de retard. Donc, on travaille avec notamment Otari sur la partie neuf, parce que c'est complètement différent. Voilà, on a des applis, parce que c'est un métier de nomade aussi, conseiller immobilier. On est plus souvent dehors que dedans. Les bons, en tout cas. Hein. Et donc, il faut que tu sois complètement autonome. Et aujourd'hui, sur ton smartphone, nos conseillers peuvent pratiquement tout faire à partir de leur smartphone. Quoi. Ouais, c'est dur de courir un marathon dans ton salon. Quoi. Il y a un moment, exactement. il faut que tu ailles sur le terrain quand même. Non, mais tu risques de tourner en rond. Tu me parlais du sujet du neuf et de l'ancien, parce que c'est des métiers qui s'abordent différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a deux questions dans ma question, donc tu réponds à celle que tu veux et je reposerai la deuxième après. Est-ce qu'aujourd'hui, un bon conseiller immobilier, il doit aller sur plusieurs métiers pour performer? Alors, très bonne question. Alors,
en intro, je te parlais de notre approche globale. Ouais. Pourquoi notre approche globale? Parce que on se dit que avoir un bon conseiller immobilier quelque part, c'est pas si simple que ça, et c'est précieux. Ouais. Un peu comme un bon dentiste, tu vois, Ouais, ou un bien bon sûr, garagiste. Ouais. Et on se dit que quand on en trouve un, eh bien, on pourra le garder tout au long de sa vie immobilière. C'est-à-dire que tu démarres, t'es jeune, tu cherches une location, un studio, et puis tu commences à travailler, tu gagnes un peu d'argent, tu vas acheter ton studio, Ouais. on va savoir, tu as envie de vivre en couple, tu vas acheter plus grand, peut-être que tu auras envie d'avoir des enfants, ensuite ils vont partir, ça sera trop grand, et puis tu vas peut-être créer ta boîte, locatif, et je vais te louer des... Et donc on peut accompagner ce client tout au long de sa vie immobilière. Ça c'est l'idée. Après, est-ce que c'est moi personnellement, Philippe, qui vais t'accompagner sur tous ces sujets? Probablement pas. Parce que faire de la location, c'est spécifique. Faire de la transaction dans l'ancien, c'est spécifique. Faire du neuf, c'est encore différent. Mais ça reste dans le domaine de l'habitation. Et j'allais te répondre, ça c'est envisageable. Dès que tu vas aller sur du professionnel, c'est plus pareil. Donc des gens qui sont capables d'être des experts dans le neuf, dans l'ancien, dans la location, la transaction, le commerce entreprise, le viager, j'y crois pas trop. Parce qu'il faudrait pas être dans l'excès inverse, des touches à tout bon à rien. Oui, c'est certainement ça. pas. Le problème quand tu veux maîtriser trop de choses, tu maîtrises rien parfaitement. Donc pour nous, c'est offre globale, mais hyper spécialisation. L'idée, c'est que par rapport au fait que tu fais ton personal branding normalement, donc tu vas communiquer autour de toi sur le fait que tu fais ce métier. Donc tu vas avoir des sollicitations de ton boulanger qui dit « Hey Vincent, tu fais de l'immobilier, je pars à la retraite, tu peux t'occuper de la vente de ma boulangerie ?» Toi, tu ne sais pas faire ça. Mais par contre, tu peux appeler ton spécialiste Capifrance de ton département qui fait que du commerce entreprise, tu le présentes à ton boulanger, on fait le deal ensemble, donc tu as satisfait ton boulanger, toi, tu as porteur d'affaires, tu gagnes des revenus additionnels. Donc on peut travailler comme ça en synergie, nous on y croit beaucoup, et d'ailleurs c'est à peu près en moyenne plus du tiers de la rémunération de nos conseillers. Le fait de travailler comme ça en synergie. Donc c'est quand même très important. Donc pour répondre à ta question, je ne crois pas que tu pourras tout faire, mais tu pourras tout proposer à tes clients. C'est toi qui iras seul ou accompagné. J'entends deux choses dans ce que tu dis. Il y en a une qui est, en tant que conseiller immobilier, être entouré par des spécialistes te permet de développer aussi ta performance et ta rémunération parce qu'il y a des opportunités qui passent devant toi dont tu vas pouvoir profiter pour le côté business, mais où aussi tu vas pouvoir accompagner ce client-là qui a un besoin. Mais j'entends aussi la deuxième chose. Une des manières d'aller vers la performance, c'est de trouver une spécialité aussi qui est pas forcément très bien adressée, tout le temps adressée, et en allant... alors là, on pourra en parler des différentes spécialités, mais il y a le neuf, il y a le viager, il y a le... Commerce d'entreprise. Commerce d'entreprise. Là, tu vois, typiquement, tu as un volume potentiel de business ultra important, tu as peu d'acteurs. Ouais. Moins de concurrence. Voilà. Pourquoi? C'est technique. Dès que c'est technique, ça effraie un peu, ça motive moins. Et derrière, et puis le pro, c'est de la location de locaux commerciaux, c'est de la cession de fonds de commerce, c'est de la cession de parts sociales, c'est de la vente de murs. Enfin, c'est large. Ouais. Et là aussi, c'est un métier où si t'es curieux, tu peux t'épanouir dans un environnement très différent de la vente d'appartements et de maisons aussi. Au-delà de ça, est hyper intéressante parce que tu vois, on parle de l'immobilier qui est au centre et au cœur de la vie des gens et c'est ce qui fait que tout le monde a un peu envie de se lancer. Mais en réalité, aujourd'hui, vendre des commerces notamment, et même des bureaux de l'entreprise, c'est au centre de la vie des gens. C'est là où les gens vont travailler, c'est là où les gens vont acheter, donc ça reste quand même quelque chose T'as des vraies logiques. Qui peut devenir passionnant à terme. En revanche, par rapport à ça, en tant que tête de réseau, parce que c'est tout ce que je viens de te dire, sur le papier, on pourrait dire, tiens, c'est sympa, c'est pas bête, enfin, j'espère. Ouais. Mais c'est contraignant pour nous. Parce que si je veux bien accompagner mes spécialistes, ça veut dire que derrière, j'ai des patrons de filières qui connaissent parfaitement bien, eux, l'environnement du neuf, le commerce entreprise. Ça veut dire que on crée les formations spécifiques, on crée les outils marketing spécifiques, il faut qu'on ait les outils techniques spécifiques à ces métiers. Donc c'est contraignant, mais c'est le prix à payer pour être un acteur sérieux dans ces activités-là. Il y a une prise de risque et une prise de... Moi, je vais dire, il y a des dépenses énergétiques en temps et des investissements pour développer ça, mais il y a une vraie volonté derrière d'avoir quelque chose de complet à proposer aux clients. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter oui. Justement, dans cette boîte à outils, tu as la diffusion. Oui. Parce que là, si tu dis, tiens, on va adresser tous ces métiers, tu vas pas diffuser des fonds de commerce de boulangerie de la même façon que des appartements, des maisons ou de l'invest. Donc il y a un savoir-faire spécifique pour... Ouais, et puis surtout, tu as des portails dédiés. Ouais. Et une de nos particularités chez Capifrance, c'est que la diffusion, ça fait partie, et c'est natif chez nous, puisque
comme on était les premiers à dire plus de vitrine physique, la vitrine c'est le web, bah, il faut que le web ce soit une vraie réponse. Fort, donc il faut qu'on soit sur tous les portails généralistes nationaux, ceux que tu connais, et puis des portails spécialisés. Tu as une propriété de 3 millions d'euros, sans les offenser, c'est peut-être pas sur Le Bon Coin qu'il y aura le plus d'acquéreurs. Donc on va travailler avec Belle Demeure, Propriété Le Figaro, tu as du neuf, bah, tu as trouvé un logement neuf, session PME pour les entreprises. Mais tout ça a un coût aussi. Hein. La diffusion explose, sûr, mais pour nous, c'est le prix à payer pour que la promesse qu'on fait d'abord à nos conseillers et à leurs clients soit respectée. Et ça, c'est les mêmes tuyaux et c'est transparent pour eux. Et c'est vous qui réussissez à dire ça part sur le bon site, on fait le tri de notre côté pour que ce soit le plus facile pour eux et qu'ils soient dans des chaussons quand ils travaillent. En fait, il y a 2 cas de figure. Soit tu es un spécialiste, et chez nous, tu as des packs. Tu as un pack neuf, pour faire simple, un pack commerce, et du coup, associé à ton pack, il y a la diffusion qui convient et tout ce qui va avec. Soit tu as, par opportunité, un bien haut de gamme ou des locaux commerciaux, et là, tu vas avoir accès à des solutions, mais qui seront moins conséquentes que si tu étais un spécialiste. Mais tu pourras diffuser, tu pourras proposer des choses à ton client. Et le pack spécialiste vient avec ces outils-là, mais vient aussi avec la formation et l'accompagnement. Évidemment. Évidemment, il faut de la cohérence si on veut de la performance. C'est pas mal comme phrase de fin, comme phrase de conclusion. On va rester là-dessus. Il faut de la cohérence si on veut de la performance. Absolument. Magnifique. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi, Vincent. À très vite et à très vite sur les entretiens MO2. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.